Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG. Ce lundi matin, nous sommes ensemble à 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe sur Radio Espace, tous les soirs aussi, sur le coup de 22h30. Juste après le 22h sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec cette équipe. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous avez aussi la possibilité d'intervenir évidemment en direct. Soit vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Au pire, si vous êtes abonné Orange en Guinée, GG au 8037, sinon le 00224 657 39 13 13, les deux numéros donc opérationnels si vous souhaitez intervenir en direct dans cette émission. Ahmed Camara, bonjour. C'est pas activé. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour à vous Djibril. Bonjour Lamine. Bonjour Madame Yoroba. Bonjour Lamine. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Voilà, le rebelle, bonjour. Et pendant que nous on joue dans notre pays au galipette, pendant qu'on joue au tonneau vide, bonjour, je voulais vous dire bonjour, mais après, non. Regardez, voilà que le Nigeria, un pays à 170 millions d'habitants, malgré Boko Haram, malgré la situation insécuritaire que nous connaissons, les le Nigeria a organisé en un laps de temps 3 élections en même temps. Et des violences sont redoutées à l'annonce des résultats. Absolument, mais Ahmed, je ne suis pas d'accord avec toi ce matin. C'est pas une certitude. Moi, ce que je vais dire, c'est que qu'est-ce qui te garantit que les violences sont à craindre ou à attendre? Pour le moment, je reste sur le factuel. Pour le moment, le Nigeria a organisé 3 élections en même temps malgré la situation insécuritaire. Bien sûr qu'il y a eu des dérapages, tout le monde s'attendait à pire que ça, mais finalement, les prévisions de Boko Haram n'ont pas été telles qu'on craignait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut féliciter ce pays quand même qui a réussi à sortir d'un processus. Nous, on est en train de tergiverser sur 2 petites élections qu'on n'est pas capable d'organiser avec 12 millions d'habitants. Un pays aussi immense. Arrête. Beaucoup de Nigériens n'ont pas pu voter. Oui, mais écoute. Hors du pays. Oui, mais hors du pays, n'ont pas pu voter. N'oubliez pas de signaler cela aussi. Le processus électoral au Nigeria s'est bien déroulé. On attend les résultats dans 48 heures. Non mais attendez, on attend les résultats. Non mais c'est incroyable quand même quoi. On attend les résultats en mais arrêtez. Comment ça les résultats en 48 heures. 173,6 millions d'habitants. On organise 3 élections, tenez-vous bien, la présidentielle, le sénatorial et les législatives. Dans notre pays, on dit non, les élections communales, on n'a pas de pognon pour les organiser. J'ai envie on ne peut pas les organiser. J'ai envie de sortir cette petite phrase. J'ai envie de la situation politique en Guinée à cause de 2 élections. Je pense que c'est terrible. Voilà. J'ai envie de sortir cette petite phrase. Oui, allez-y, avec plaisir. La Guinée, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Je l'aime. Non, tu l'aimes pas. Je suis désolé. Voilà quoi. C'est vous qui l'aimez pas. Mais non, comment ça, c'est nous qui ne l'aimons pas. Parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Mais non. Pour lui, rien ne va dans ce pays. C'est incroyable. Je ne suis pas en train de... Mais alors si, c'est ce que tu dis justement. Est-ce que je suis en train d'inventer? Je n'invente pas. Le constat, il est là. Le constat, il est là. On ne peut pas le nier. Merci. Allez-y, Ahmed. Je pense que vous êtes d'accord, le Nigeria s'est engagé à organiser ces élections. Tant mieux. Mais aujourd'hui, il faut accepter que le Nigeria est aujourd'hui critiqué par ses propres cadres. Parce que tout simplement, vous pensez que les élections se sont bien déroulées au Nigeria? Je dis non. Les pays africains, c'est du pareil au même. S'il vous plaît, le Nigeria, le Nigeria a ses réalités. La Guinée a ses réalités. Posez la question. Demandez aux leaders, que ce soit de l'opposition, de la mouvance présidentielle, si eux-mêmes ils sont prêts à ce que la CENI organise des élections. Une CENI est capable d'organiser une élection. Vous voulez donner 2 élections à cette CENI-là? Ben allons-y. Allez-y, Moussa Moïse. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est bien de faire des fois des comparaisons. Mais justement. Mais il y a lieu aussi de comprendre certains faits. Dans notre pays, les réalités surtout. Dans notre pays, il y a une différence. Mais non, mais Roby, s'il te plaît. Nous, en Guinée, nous souffrons ici dans notre pays. Nous souffrons d'une autre maladie. Nous souffrons d'un manque de volonté politique. Absolument. Nous manquons de cela. Nous manquons de ça. Si Lansana Kouyaté était là, on allait t'expulser de la Guinée, toi, hein, franchement. C'est un apatride, il n'aime pas la Guinée. C'est le rôle de Kouyaté de chasser les gens du pays. Oui, parce qu'il l'a fait un moment. Suivez mon regard. Ce que je veux dire, je suis à votre regard. Ce que je veux dire du côté du Nigeria, c'est quand même la première puissance économique du continent. C'est quand même le pays où c'est pas la même structure à la tête de l'État. C'est différent, mais aussi, il y a une chose à signaler. À l'issue de ces différentes élections, la communauté internationale, quand même, l'Union africaine, même si c'est de ses habitudes d'apprécier toujours les élections en Afrique, l'Union africaine a apprécié les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées.
mais on ne peut pas transposer les problèmes de la Guinée sur ce qui se passe du côté du Nigeria. C'est pas possible. Ici, on manque de volonté politique. Merci beaucoup Moussa Moïse. Allez-y Moussa Hiro. Lamine a dit quelque chose qui est très intéressant. Le problème de la Guinée, c'est une question de volonté politique. Parce que nous savons ce qui s'est passé, à quel point au-delà de la volonté, on a une CENI incapable d'organiser 2 élections à la fois. Politique. Ahmed, voilà. Si vous voyez que par exemple la CENI est endoctrinée, la CENI est infiltrée, c'est parce qu'il y a une certaine volonté des personnes quelque part qui n'ont pas la volonté d'aller aux élections, ce qui fait qu'ils essaient d'avoir la CENI sur leurs bottes. Ouais. C'est une question de volonté. On ne veut pas aider ce pays à bouger simplement. Et du côté du pouvoir en place qui devrait prôner le dialogue politique, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a fait que la situation s'est embourbée, et du côté de l'opposition qui s'est à chaque fois laissé avoir, qui n'a pas su mettre la pression au moment où il faut, et finalement c'est quand c'est à la dernière minute, aujourd'hui on veut mettre la pression. Et l'opposition, par exemple, n'a pas dit qu'il faut cumuler les élections. Par exemple, c'est certainement parce qu'elle sait que la CENI ne pourra pas s'en sortir. C'est pour cela qu'elle a demandé les communales, les élections locales avant la présidentielle. Je pense que derrière tout ça, il y a une question de volonté. Si on veut aider le pays à bouger, il faut avoir cette volonté-là d'éviter de croiser le fer. Non, écoutez, les élections en Afrique sont généralement conflictogènes. Le Nigeria a certes organisé les élections, mais avec beaucoup de quiproquos. Parce que le président sortant a quand même passé une demi-heure avant de voter. C'est ce qui n'est pas rien. C'est la première fois que la première puissance, dit-on, économique de l'Afrique expérimente le système biométrique avec les ratés que l'on connaît. Ça c'est et Ahmed soulignait quelque chose de très intéressant. Je pense que Ahmed et Roby disent presque la même chose. C'est un problème de terminologie. Je dis ceci: les violences sont à redouter parce que dans la tradition politique nigériane, généralement les lendemains, on assiste souvent à des lendemains qui déchantent après les élections. Donc il faut redouter, parce que déjà certains partis politiques d'opposition ont commencé à donner les couleurs en disant, en parlant de mascarade, de farce électorale. Donc malgré la signature par les 2 rivaux que sont le président sortant et le général Bouhari d'un protocole d'entente qui les verrait accepter les résultats des élections, on craint quand même des violences après la publication de ces résultats. Voilà, allez, tenez, vous êtes sur Espace TV. Regardez cette image et cette phrase, Ahmed Camara. C'est sorti, on va dire, d'un leader. C'est vraiment regrettable. À ce point, le départ d'Alpha Condé en dehors des urnes signifiera la fin de la Guinée. Moi-même, je serai milicien. Là, Junior Condé. C'est très grave. Bah oui. Ouais, c'est grave. Attends, mais je rêve. Mais c'est symptomatique du mal. Non, mais c'est très grave. Qui gangrène la dirigeance de notre pays. Je ne sais pas comment. Attends, qu'il s'occupe de faire du tourisme. Est-ce que c'est son rôle de c'est incroyable. Voilà, on annonce qu'il est milice. Voilà un peu. Alors, moi, c'est no comment. Moi, je tombe de nu, quoi. Je me dis. Et après, c'est facile de faire dire, ouais, on a piraté mon compte Facebook, on a mis des phrases et tout. Alors, moi, je tombe de nu. Alors, je ne sais pas. Je dis bien, Ahmed, si tu le permets, si c'est lui qui s'est rendu responsable de telles phrases, quand même, eh bien, on dira que c'est grave et c'est scandaleux. Je pense que venant de lui, ça m'étonne à plus d'un titre, parce que c'est quand même qui a eu jusque-là un discours plutôt quoi, je peux rajouter dessus, mais qu'il aille à ce point quand même jusqu'à disons entrevoir la possibilité de devenir un milicien si le président quitte le pouvoir. Eh bien c'est de l'extrémisme, et il risque de donner raison à ceux qui déjà dans leur discours se radicalisent. Je pense que le pays a besoin de la paix, ce pays a besoin de stabilité. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur des discours on a vu qui se réduisent du côté de l'opposition. De haute autorité de communication en ce qui concerne ces déclarations. Je pense que c'est lieu vraiment de nettoyer, c'est très important. C'est vous dire à quel point il y a des pyromanes dans ce pays. Et ça m'a rappelé la réaction d'un juriste la dernière fois quand quelqu'un est passé dans ce studio. Il a dit que les leaders politiques se sont retrouvés du côté de la scène. Ils sont en train de comploter un coup d'État. Il a dit ceci, que s'il était... Mais dites le nom, il a dit ceci, que s'il était procureur,
il allait faire une autosaisine, il allait poursuivre ce monsieur. Parce que les gens on veut mettre le feu aux poudres, on veut amener ce pays au bord du gouffre. Je pense que personne n'a intérêt à ce que ce pays-là brûle. On n'a pas besoin de petites personnes qui donnent des phrases, des pyromanes qui donnent des phrases pour rendre les choses plus incendiaires, pour enflammer la situation plus qu'elle ne l'est déjà. Nous savons qu'on est dans une situation difficile, le discours s'est radicalisé et ça prouve à suffisance la faiblesse. J'ai dit le discours s'est radicalisé, je n'ai pas besoin de préciser que c'est des deux côtés, tout le monde le sait, il faut le dire. Ça prouve à suffisance la faiblesse de la justice guinéenne. Lamine, le procureur n'a pas besoin qu'on lui donne des ordres de se saisir de certains dossiers. Quand des personnes qui sont supposées être des Guinéens, des personnes guinéennes disent des choses qui ne vont pas à l'encontre de la paix dans ce pays, le procureur est là pour ça. Carton rouge, là, Junior Condé, carton rouge. Quand vous sentez du bas côté, que vous prononcez des choses, on dit oui qu'on s'auto-saisit et on veut nous prouver qu'il y a la justice. Il n'y a pas de justice en Guinée, il faut le dire. Allez-y Moussa et Moïse. Oui, moi ce que je veux dire, c'est quand même important de souligner que pour l'instant, la Guinée n'a pas besoin, le peuple de Guinée n'a pas besoin de tout discours allant dans le sens à rompre le peu de tissu social qui nous reste encore. C'est fragile, c'est assez lamentable que dans une situation pareille, que l'on puisse tenir des propos qui partent à l'encontre de tout ce qui est valeur sociale, tout ce qui est paix, quiétude sociale. Mais en même temps, c'est un message que nous voulons adresser à toute la classe politique. À l'exécutif, au gouvernement, à ceux-là qui sont aux opposants, à ceux-là qui sont au RPG arc-en-ciel, mais aussi à l'opposition guinéenne. De part et d'autre, il y a dans les discours une certaine forme d'extrémisme. Il faudrait qu'on arrête parce qu'on ne comprend pas les choses de la même manière que ceux-là qui sont dans la rue et qui suivent au doigt et à l'œil ce que disent leurs militants, ce que disent plutôt leurs leaders. Donc en donnant des discours, ils peuvent être interprétés autrement. Ça peut avoir plusieurs connotations. Il n'y a pas d'autre interprétation, Moussa Moïse. Non, si c'est possible. Les réseaux sociaux, vous savez, ce qu'ils oublient quelque part, c'est que c'est un médium, c'est un média aussi. Ces gens-là doivent comprendre. Ce sont les nouveaux médias. Ce sont les nouveaux médias. C'est bien de vouloir s'attacher les faveurs de son leader. C'est bien de vouloir s'attacher les faveurs d'un président en place, de lui magnifier toute sa loyauté, mais il faut le faire avec tact et prudence. C'est très important. Allez Moussa, allez Ahmed. Alors vous avez parlé d'un mot au début, vous avez parlé de pirate, si on avait piraté peut-être. Je vais revenir un petit peu parce que c'est des excuses que les gens trouvent après à la fin du compte. Oui, mon compte Facebook a été piraté ou mon compte Twitter a été piraté. Mais voilà, je n'ai pas dit que c'est pas possible. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais il y a un moment, je pense que c'est important vraiment de mettre les points sur les i parce que ce moment-là, c'est un moment critique. Alors si c'est le cas, j'attends bien que M. Laye Junior sorte pour nous dire réellement ce qui s'est passé, si son compte a été piraté. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il a péché. Il a péché, ce n'est pas normal. C'est grave. Comme les uns et les autres l'ont dit. C'est très grave. Je pense que voilà, vous l'avez déjà signalé, la situation ne nous permet pas. Même si on n'était pas dans cette situation, je pense qu'il y a un certain nombre de propos qu'il ne faut quand même pas tenir parce que ça peut tout simplement amener à une certaine déstabilisation. Ça peut créer des idées qui n'existaient pas avant. Je pense que ce n'est pas normal. Mais non, ce n'est même pas la peine de demander à ce que Laye Junior s'explique. Et je mets mon doigt. Non, mais je mets mon doigt à couper que ce message-là, c'est lui-même qui l'a écrit. Non, il peut s'expliquer. Je me souviens très bien. Arrêtez, mais non, mais c'est lui-même qui l'a écrit. Son compte n'a pas été piraté. Je sais qu'il m'écoute. Je me souviens à un moment donné, quand j'étais en Allemagne, j'ai lu un même post comme ça de Laye Junior Condé où il magnifiait en disant je suis un Condé, Dieu merci, il y a un Condé au pouvoir. Je veux dire que c'est grave des situations pareilles. Il est habitué à ces faits. Je pense qu'aujourd'hui ce sont des discours qui enflamment la situation politique en Guinée. Parler de milice, c'est exagéré. Il serait bien prudent aussi d'écouter l'homme. Le français n'est à la portée de personne. Je suis d'accord avec vous. Il serait bien de l'écouter. Non, j'ai pas dit le contraire de ça. Voilà. Mais que cela ne tienne. C'est bien. Si c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Il y a un moment, Moussa. C'est vrai qu'en tant que médias, nous avons pour rôle quand même de lancer l'alerte, d'avertir, de nous insurger contre tout ce qui pourrait troubler l'ordre public. C'est bien que nous le fassions, mais en même temps, celui qui serait à l'origine de ces écrits, c'est bien qu'il donne les raisons qui l'ont poussé à cela. C'est très important. C'est très important. Allez, on va évoluer. Ce matin, moi, c'était triste d'écouter cet élément de reportage de Alaï Disso du côté de l'Abbé, parce qu'il a rencontré des fonctionnaires vraiment qui traversent des moments pénibles en ce qui concerne pour évidemment toucher leur salaire. Il y a un monsieur qui a témoigné, franchement,
ça dormir debout. Je vous laisse écouter ça, les gars, et puis les on revient. Dans les confins tels que Heriko, Linsansarang, Mandasarang, c'est des gens qui déplacent des motos. Et pour quitter Heriko, venir à l'Elma Centre ici, tu ne paies pas moins de 100 000 francs. Cet exercice revient à la fin de chaque mois pour les cadres en service dans la préfecture de l'Eluma à encourager ce responsable local sous couvert de l'anonymat. Mais pas que. Cette situation occasionne à la fin de chaque mois des jours d'absence. Imaginez-vous qu'ils quittent Heriko, ils déplacent une moto pour aller prendre leur salaire à l'abbé. Soit 3 jours d'absence, quel que soit. Si vous multipliez 3 jours par mois, pendant au moins 10 mois, ça fait un mois de cours perdus avec le retard que l'ouverture a connu. En plus, le taux d'intérêt des agences bancaires de la place dérange ses fonctionnaires. Les agios, les intérêts bancaires, les frais de tenue de compte et la charge du fonctionnaire. C'est-à-dire que dans l'année, il récupère 10 mois sur les 12. Les risques d'attaque ne sont également pas écartés en ces temps où les coupeurs de route font la loi. Il y a d'énormes risques. Les gens filent les gens maintenant à la sortie des institutions bancaires. Il y a toujours des attentats. Imaginez-vous, il y a des gens qui quittent Gawal, des promos, des copains, qui déplacent des véhicules de Gawal pour venir prendre leur argent à l'abbé. Pour inverser la tendance et réduire les absences répétées, notre interlocuteur propose. Nous proposons que si les enseignants, les fonctionnaires doivent être virés, que les institutions bancaires, les banques primaires créent des agences à Koubia, à Leluma, à Tougué, pour que les salaires soient virés dans ces institutions bancaires et que la chose soit très facile pour le fonctionnaire. Le déplacement, chaque mois, tu dois payer 100 000, 200 000 pour aller seulement à l'abbé. Tu vas manger, tu vas attendre là-bas. Alors que ce cri de cœur est le même pour la quasi-totalité des fonctionnaires affectés dans les zones rurales de la région administrative de l'abbé, aucun responsable d'agence bancaire n'a accepté de se prêter à nos questions. En attendant une solution adéquate, ces cadres continuent à subir le dictat de la modernité dans un pays jusque-là traditionnel. Alaïdiso Labé pour la Radio Espace. Les grandes gueules. Voilà, on vient d'écouter cet élément de reportage, mon cher Djibril. En fait, c'est le signe que le pays n'est pas tout à fait sur la voie de la modernisation. Même s'il y a un département... Mais d'abord, c'est banque d'abord. Oui, mais on parle de banque. C'est pas normal. Parlons de manière beaucoup plus générale. Ouais. On sait que habituellement les salaires étaient et c'est la Société Générale, Ecobank et tout ça qui sont vraiment champions dans ça, les gars. Tu sais de quoi je parle. Oui, faites un tour. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Faites un tour dans les banques. Vous aurez des tournis. Ça, je vous garantis. La qualité des services, quand même, au niveau de certaines banques primaires, laisse quand même à désirer. Et vous parlez d'Ecobank puisqu'il s'agit d'elle. La dernière fois, moi, je me suis rendu à Ecobank pour retirer de l'argent. Après, on m'a soumis un papier pour juger un peu de la qualité du service. Le papier existe. Chaque client qui vient, on pose un certain nombre de questions. Est-ce que vous estimez que tel service est bien rendu au client? Ça, c'est bon. Ça permet, n'est-ce pas, à ces banques de s'auto-évaluer. Est-ce que toutes les banques primaires font de même? Ce n'est pas du tout. C'est la grosse question. C'est la grosse question. Et surtout, on parle de taux d'intérêt. Quand le virement est fait, ce que les banques tirent, je pense qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il fait le ministre dans ce cadre-là? C'est ça la grosse question. De la réforme et de la modernisation de l'administration. C'est important qu'il intervienne. On va essayer d'interpeller dans un instant parce que si ces banques se permettent de faire ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de contrôle, on fait ce qu'on veut. Et c'est grave. C'est très grave. Est-ce qu'il y a une association de droits de consommateurs ici en Guinée? Je me pose la question. Justement. Tout ça existe. On crée des associations pour se faire ou se taper un petit peu la poitrine. Et au fond, ce qu'on fait, Moussa Moïse, vous savez très bien de quoi je parle, c'est très grave. Peut-être même qu'il est membre de cette association. Non mais l'ami, je vous donne raison, je vous donne entièrement raison, mais ce que vous oubliez, c'est que la modernisation de l'administration, ce n'est pas pour trouver un argument ou pour me faire l'avocat du diable, c'est un vaste chantier et qui ne se fera pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il faudra encore du temps à ce ministre pour poser les véritables jalons d'une modernisation. Bon, quand même. Pour le moment, on n'a pas les signaux qu'il faut pour espérer mieux à l'avenir. Je pense que ce ministre, on attend beaucoup de lui. J'estime d'ailleurs que c'est l'un des départements les plus stratégiques du gouvernement de la 3e République parce que la modernisation de l'administration, ce n'est pas un vœu pieux. Écoutez, un travail bien fait, le résultat se sent tout de suite. C'est clair, ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux. Allez-y, faites un tour dans les banques. Aujourd'hui, les fonctionnaires guinéens n'ont aucune garantie dans les banques. Rien. À la fin du mois, voyez un fonctionnaire qui va, il retire tout son salaire parce que tout simplement, s'il laisse
couler quelques jours, il y a des taux d'intérêt énormes qui sont coupés de son petit salaire, son maigre salaire qu'il gagne. J'étais une fois dans une banque, je vais pas citer le nom. Ah ben si. Alors on va parler de la Société Générale, où il y a quelqu'un qui se plaignait que son conseiller tirait beaucoup, pensait beaucoup de taux d'intérêt sur les miettes qu'il gagnait. Je dis que c'est énorme. Au-delà de ça, il y a quand même la qualité du service. Au-delà de ça, quand vous retirez votre argent, il y a les caissières qui sont là comme demandez de l'argent. Mais attends, si vous donnez pas, si vous exagérez quand même. Mais oui, attendez. Il y a une caissière qui vous a demandé de l'argent. Mais attendez, arrêtez, laissez-moi parler. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la situation est grave dans les banques. Faites un tour, c'est la fin du mois. Faites un tour, vous voulez une longue file indienne, une salle jonchée de personnes, on dirait un stade de football. Les gens sont là toute la journée pour retirer leur argent. La qualité du service dans les banques primaires, c'est nul, c'est zéro. Il n'a pas de garantie, je vous dis. Vous t'appuie avant que tu ne continues. La mine, ne prenez jamais la peine de retirer 15 millions dans une banque. Et si vous le faites, prenez la peine de compter, parce que si vous ne comptez pas sur place, ben la banque va décliner sa responsabilité. Et après, vous allez vous rendre compte que 10 000, 20 000 ont été retirés dans les paquets de 100 000 francs guinéens. Ça, c'est notre question. Quelle solution aujourd'hui pour ces fonctionnaires qui galèrent à l'intérieur du pays, Madame Yoruba? C'est très grave. Il faut le dire, la chute du reportage de l'AID est vraiment significative. Il dit que les fonctionnaires sont en train de souffrir, d'être victimes du dictat d'un pays qui se veut moderne, alors que le pays est encore traditionnel. On devrait en tout cas délocaliser, dispatcher ces différentes banques jusqu'aux dans les confins les plus reculés. Avec l'insécurité qu'il y a à la mine, ces fonctionnaires par exemple qui se retrouvent dans les CRD, qui se déplacent pour venir prendre leur modique salaire imaginé et qui se fassent attaquer en cours de route, alors qu'il y a toute une famille qui attend derrière. Je pense qu'il faut délocaliser ces banques, il faut aller dans les coins. Si vous avez décidé en tout cas que ces salaires soient virés dans vos comptes, essayez de délocaliser, de faire en sorte que ces fonctionnaires ne souffrent pas, parce que c'est le cas qu'on vit à l'intérieur du pays. C'est encore le traditionnalisme qu'on est en train de vivre. Vous allez me regarder dans les yeux, Moussa Moïse. Vous n'êtes pas membre d'une association du genre, association de défenseurs de droits de consommateurs ou je ne sais quoi exactement. Non, regardez-moi dans les yeux. Non, je vous regarde dans les yeux. Dites-moi que vous n'êtes pas membre. Je ne suis pas membre, mais je sais quand même qu'il y a une association des consommateurs usagers des banques qui existe. C'est cela. Et que c'est la GIB, mais vous faites bien de rappeler que on crée beaucoup d'associations, mais le dynamisme manque beaucoup sur le terrain. C'est quand même un jeune qui est actif, ça il faut le lui reconnaître. Mais les problèmes que vous évoquez sont énormissimes. Je ne pense pas qu'il ait les épaules assez fortes pour les supporter maintenant. Il a encore du chemin à faire, oui, je le dis. Vous parlez de qui, M. Kourouma? Non, je parle de celui-là qui, M. Diawara, qui est à la tête de la GUB. Mais en même temps, vous parlez de la modernisation de l'administration. Il y a des pas quand même qui ont été faits par ce ministre. Je ne dis pas que tout est rose. Quand on parle de cette machine, la pointeuse électronique qui a été mise en place, j'espère qu'ils ne vont pas marabouter ces machines pour ne pas qu'elles fonctionnent bien, entre guillemets, mais aussi j'espère que ça va continuer, élargi. Ça ne marche pas avec de l'eau, ça marche avec le courant. Ça ne marche pas avec de l'eau, mais le courant existe. Mais pour que les fonctionnaires soient tranquilles à l'intérieur du pays, voyez avec les microfinances, voyez avec les IMF qui existent. Moussa. Non, comment ne faire? me parlez pas de microfinance, s'il vous plaît. Non, mais attendez quand même. Je donne mon idée. Vous savez, quand vous aimez qu'on donne des solutions. Non, pas. Ne me parlez pas de microfinance. Je sais un moment, du côté de Kofi Annan, il y avait une banque bizarre qui demandait, je ne sais quoi, c'est Nafa ou je ne sais quoi exactement. C'est Aria Guéré. Attendez quand même. Oubliez ça. Allez, on va évoluer. On a l'Aïe Junior qu'on est en direct chez les GG. Ah oui, ça c'est très intéressant. L'Aïe Junior Condé, bonjour. Allez, on a un gros souci technique, Diaby, donc vous allez essayer de voir ça parce que... Allô? Voilà. Allô? On ne peut pas l'écouter comme ça, c'est pas possible. Voilà. Allô? Non, il y a un gros souci technique. Voilà, on va essayer de gérer ça. On vous rappelle dans un instant. Le milicien a marabouté la ligne. Je pense que Moussa a raison quand il parle des microfinances. Je pense que les microfinances peuvent beaucoup aider ces fonctionnaires à l'intérieur du pays. C'est pas que ces grandes banques. Et vous parliez à l'instant de Setaria Guérefé. Bon, je l'ai toujours dit que l'État devait de toutes les façons s'engager à rembourser les populations parce que c'est l'État qui donne la garantie à ces microfinances de s'installer. Donc s'il n'y a pas eu d'enquête de moralité auparavant et que du jour au lendemain cette banque a purement et simplement disparu, c'est-à-dire le gestionnaire ou aussi on peut le dire le propriétaire qui était là, un beau matin il a disparu avec l'argent de pauvres Guinéens qui s'élevaient de 1, 2 jusqu'à 20 millions de francs guinéens. Donc je pense que ce n'est pas normal, mais ces IMF peuvent beaucoup aider ces fonctionnaires à l'intérieur du pays. Je pense que c'est une solution. Voilà. Combien de
microfinance, de banques primaires ou des petites banques comme ça, de la collectivité locale ont été installées en Guinée. Le résultat, ça a été quoi? Vous vous souvenez du cas Crédit Rural où les gens sont partis avec l'argent? Vous vous souvenez du cas Badam où on a demandé aux gens de venir déposer leur argent parce que ça va se multiplier par 10 à travers les investissements. Aujourd'hui, le cas est penchant devant les justices. Rien n'est fait. Vous parlez de Cetaria greffé. Où est partie cette banque? Il y a eu beaucoup de banques comme ça qui ont été installées. Les gens se sont préoccupés à soutirer l'argent du petit Guinéen à l'intérieur du pays et de s'en aller avec sans que justice ne soit faite. Comment voulez-vous que la population ait confiance aux banques? Ce n'est pas possible. Voilà. Allez, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Vous restez avec nous dans un instant, vous le voyez déjà à l'écran, il se prépare à être là. Eh bien oui, c'est bien sûr Monsieur Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général donc du côté de la présidence de la République. Il est notre invité ce matin. La nouvelle courbe donc ascendante du virus a forcé le président de la République à se fendre d'un discours dans lequel il déclare l'état d'urgence renforcé pour 5 préfectures où la résistance à l'épidémie menace selon lui la santé du reste de la population. On en parle ce matin avec notre invité Kiridi qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre dans ce studio. Aussi, faut-il parler d'étermoiements ou des désaccords? On en parle ce matin. On parle évidemment de la Fédération guinéenne de football parce que hier, si vous l'avez remarqué, Luis Fernandez était en Guinée-Conakry. Le mot qu'il fallait retenir lors de cette conférence de presse, si j'étais sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. On en parle ce matin avec évidemment nos spécialistes maison. La branle bas donc diplomatique et perspective depuis que les 3 cadres de l'opposition guinéenne ont signé une déclaration conjointe dans laquelle ils ont appelé à de nouvelles manifestations de rue. Et de ce côté, François Luceni Fall était du côté de Paris. Donc, vous allez la voir dans la deuxième partie de cette émission. Pour plus d'infos, continuez à réagir. GG au 8037, sinon le 00224 657 39 13 13. Toute l'équipe de GG. On se retrouve dans moins de 6 minutes sur Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et sur Espace TV, évidemment, tous les soirs, à partir de 22h, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange. Au pire, le 00224 657 39 13 13. On va essayer de faire lecture de quelques SMS en live qui tombent. Lui, il est sur sa position carrément d'opposant. Bonjour, on sait déjà que Lai Junior Condé est un milice. Et ce qui rend fou, c'est qu'il sache que nous sommes plus agacés et déterminés que lui. Non, attendez les gars, arrêtez ces discours-là. C'est Sako de NFD qui nous envoie cela. Ça ne m'étonne pas aussi que vous soyez comme ça, Sako. Voilà. Allez, là, il y a Junior Condé qui dit « Je n'ai pas mon droit de réponse, je le fais sur les sites. Il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer de l'appeler un peu plus tard. Là, Junior Condé, on a quelques soucis techniques, mais rassurez-vous qu'on va vous appeler là, Junior Condé, c'est super important. Le ministre qui est avec nous, vous le voyez à l'écran, il va s'installer dans un instant. Bonjour les GG. Les propos incendiaires, d'où qu'ils viennent, sont à condamner. L'intelligence de nos politiques et les propos irresponsables font effectivement craindre le pire, d'où la nécessité de rester vigilant. Fabara Koné donc qui nous envoie ce message. Du côté de la RPT aussi, on nous écoute. La solution à ce problème, c'est la poste. Je sais pas, quelle solution? Il veut parler un petit peu de ces fonctionnaires, je suppose plutôt. Nous avons aussi sur d'autres messages, la mine, ces propos de Lai ne me surprend pas. Il a traité les... attendez, quand même, c'est Bella qui nous envoie ce message. Vous le voyez à l'écran, continuez à réagir. GG au 8037. Depuis 5h45, vous êtes très nombreux à nous regarder sur Espace TV et aussi à nous écouter à la radio. Le ministre, il est avec nous dans ce studio, mon cher Roby. On va s'intéresser à lui. Bonjour, monsieur le ministre. Voilà, qui est déjà là. Bonjour, monsieur le ministre. Dans le studio. Prenez le micro, il met son casque. Bon, c'est trop fort, hein, voilà. De toute façon, il a été animateur radio, donc voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pas un DJ comme... Allez, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules ce matin. Alors, Ebola, toujours on en parle, le président de la République était obligé de sortir et rendre le discours un peu plus fort. On a vu la Sierra Leone qui sort de 3 jours de confinement. La Guinée aussi, veut-elle rentrer dans un processus drastique d'éradication d'Ebola aujourd'hui ? Disons que dans le processus de gestion de la crise à virus Ebola que vous avez suivi depuis
le mois d'août 2014, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase dramatique où l'épidémie était hors contrôle. Aujourd'hui, on doit enregistrer quand même, depuis 23 jours, on est à 0 Ebola, 0 suspect en Guinée forestière. Ah, ouf! Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Non, mais franchement, c'était une bonne nouvelle. Vous savez, je vais vous demander juste, pour une fois, d'habitude, je viens, je vous subis. Pour une fois, je vous demande... Vous voulez qu'on vous subisse? Non. Je veux que vous subissez l'intérêt majeur des Guinéens et des Guinéens. Ça dépend. Les grandes gueules. Non, allez-y, monsieur le ministre. Non, Guirassy, juste une minute. Je ne veux pas qu'il relativise ce qui est fondamental. J'y tiens, sinon je ne serai pas sincère avec moi-même. Je viens vers vous parce que nous partageons des valeurs. Ces valeurs-là ne dépendent pas. C'est des valeurs fondamentales et universelles. Il faut qu'on commence sincèrement à voir la gravité de ce que nous traversons. C'est très grave, monsieur le ministre. En même temps, donc en Guinée forestière, s'il vous plaît. Non, mais je peux vous laisser passer. C'est pas possible. Oui. Quand vous dites, je suis parfaitement d'accord avec vous, que notre combat aujourd'hui, tous les Guinéens, en tout cas ceux qui se sentent vraiment Guinéens, qu'il faut combattre Ebola dans tous ces sens. Mais ne pas oublier aussi, quand on part avec des campagnes à dire 60 jours pour éradiquer Ebola ou je ne sais quoi exactement. Ebola, ça suffit. Le mieux, voilà, ce qui serait bien, c'est vraiment de regarder dans votre rétroviseur, monsieur le ministre. Qui ont après tout des effets d'annonce, monsieur le ministre. On va le laisser développer. Allez-y, monsieur le ministre. Encore une fois, je réinsiste. Je suis éducateur. Je crois que je suis légèrement votre aîné. J'insiste encore qu'il y a des moments où nous tous, nous devons abandonner nos habitudes, nos aisances pour faire face à une gravité qui nous dépasse. C'est ce qui fait, en Guinée forestière aujourd'hui, on a ce résultat positif. On se bat pour le maintenir. Et ce week-end, à Zérekoré, les jeunes se sont réengagés pour continuer à maintenir les mesures de précaution et de prévention. L'urgence sanitaire renforcée sur les 5 préfectures de la Guinée maritime est liée au fait qu'on s'est rendu compte que les chaînes de contamination sont de plus en plus persistantes. Des mesures drastiques ont été prises effectivement pour essayer d'éradiquer l'épidémie, notamment la gestion des hôpitaux et cliniques qui reçoivent les malades. Parce que si vous allez dans un hôpital public ou dans une clinique privée, vous êtes censé être dans le lieu le plus sûr qui soit dans ces questions-là. Donc on va imposer, le ministre de la Santé va prendre des mesures détaillées aujourd'hui pour que les hôpitaux et les cliniques aient des lieux de triage. C'est-à-dire quand les malades arrivent, qu'un examen systématique soit fait pour les mères hors suspicion Ebola pour pouvoir les intégrer à la population malade qui est accueillie dans ces hôpitaux-là. Nous avons les questions liées aussi au décès, aux rites qui sont de nos traditions, qui met aujourd'hui, même le prophète, paix salut sur lui, avait édicté des mesures de confinement quand la Mecque a été frappée par la peste noire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la religion, mais en tant que sociologue, j'ai suivi les relations entre les sociétés et les religions. Le prophète, l'interdiction du porc dans la religion musulmane est une mesure de prévention sanitaire parce qu'on s'était rendu compte à la Mecque que la peste noire était transmise par la viande de cet animal. Quels que soient les fondements religieux, l'histoire du monde est perlée de ces moments-là où dans les grandes religions, dans les grands États, on est obligé de faire face à des épidémies, à des fléaux tels qu'on réduit un peu la liberté de tout un chacun pour avancer ensemble vers une solution de sauvegarde collective. Donc cette urgence sanitaire renforcée sur ces 5 préfectures, c'est pour mettre fin à tous les facteurs, vecteurs et moments qui font diffuser le virus. C'est les moments de cérémonie rituelle. Quand il y a un décès, malheureusement, par compassion, nous arrivons tous au lieu de décès. Le temps de savoir que la personne peut-être est suspecte, et il y a une diffusion plus ou moins volontaire qui s'est organisée dans cet espace-là. Donc il faut réduire à la plus stricte intimité familiale toutes les cérémonies liées au décès. C'est déjà entendu, monsieur le ministre. Maintenant, la différence, vous dites c'est du déjà entendu. Mais c'est pas nouveau, en tout cas. S'il vous plaît, encore une fois, j'insiste sur ça aujourd'hui, c'est la première fois que je vous demande ça, j'aimerais que tu le fasses. Parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas débattre de façon contradictoire parce que parfois la contradiction et la politesse sont liées. Les deux choses. C'est pas la question, monsieur le ministre. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est le combat de tous les Guinéens. Grâce, écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Allez-y. Soit on me laisse parler d'un sujet aussi grave sur tous les autres sujets, comme je vous ai dit, je vous ai jamais demandé cette licence-là. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, cela ne nous empêche pas de vous aurez le droit à la parole, mais nous poserons des questions. Absolument. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Vous n'allez pas faire ça en live quand même. Voilà. Ah ben non, vous n'allez pas faire ça en live. C'est pas possible. Mais voilà. Déclaration, si c'est une déclaration,
C'est pas une déclaration. Allez-y, monsieur le ministre. J'ai demandé juste qu'on me laisse. Je vois vraiment que c'est chaud. C'est très chaud à la haut. Non, s'il vous plaît, c'est pas du tout chaud. Vous énervez en direct. Je ne vous reconnais pas ce matin. Non. Si. Je voulais juste partager avec vous les progrès qui ont été faits et les difficultés. Nous vous écoutons. Et les difficultés qui nous imposent de prendre des mesures plus drastiques. Je vous ai parlé des progrès en Guinée forestière. Je voulais juste continuer, juste situer et après m'ouvrir au débat, comme je l'ai toujours fait ici, avec le maximum de respect pour tout un chacun et pour toute opinion. Allez-y, monsieur le ministre. Et donc, en Guinée forestière, il y a eu ces progrès. Mais sincèrement, la zone littorale est densément peuplée et les mouvements de population sont extrêmement fluides. Donc, si on ne prend pas des mesures pour renforcer toutes les mesures qui ont été prises par ailleurs en Guinée forestière, qui ont abouti au succès, nous aurons toujours ces récurrences-là qui vont revenir. Je le dis parce que cette décision qui a été prise en concertation avec les organisations internationales, notamment l'UNMIR, qui est la structure dédiée par les Nations Unies pour nous aider à lutter contre Ebola. Tous les spécialistes se sont réunis pour dire qu'il faut renforcer les mesures dans ces zones-là pour qu'on essaye d'aller un peu plus loin vers la résolution de la crise. Donc je voulais insister sur le sens de cette décision et vous dire que les lieux publics, les lieux de décès sont des lieux aujourd'hui qu'on doit réglementer pour éviter le plus possible que le virus se diffuse dans notre pays. Je voudrais insister aussi ici et encourager les élèves et étudiants qui ont fait leur rentrée. Malgré quelques moments de crainte qu'on avait eus, ces élèves et étudiants aujourd'hui, en observant les mesures de précaution, participent même à lutter contre Ebola, participent à sensibiliser leurs familles au retour de l'école. Je voulais insister sur cela et vous dire à tous que le pays a besoin de tout un chacun de nous, des médias notamment, pour que, avec la critique légitime qui est votre rôle, qu'on essaye de dire à tout un chacun que nous sommes dans une réalité dramatique. Le virus ne va pas partir simplement parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort dans votre famille d'Ebola. Il faut que nous nous mobilisons, il faut que nous sensibilisons les jeunes, les femmes, les travailleurs, toutes les couches sociales pour que le pays se ramasse tel un seul homme et qu'on fasse front à cette épidémie. Voilà. Et pour arriver, monsieur le ministre, c'est important qu'il faut qu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Tout ce que vous venez de dire, on a eu des discours comme ça, d'où la création de cette coordination. Le président, on le sait très bien, son combat actuel, c'est vraiment que l'Ebola part de la Guinée. Mais si on ne dit pas, si on ne touche pas à la plaie, pensez-vous vraiment qu'on va y arriver? Je voulais vous donner des informations. La Sierra Leone et le Libéria réunis en territoire font moins que la superficie de la Guinée. Les populations réunies de Sierra Leone et du Libéria ne font pas la moitié de la population de la Guinée. Le Libéria a reçu 1,2 milliard de dollars pour lutter contre Ebola. La Sierra Leone, je crois, 1 milliard de dollars. La Guinée, 500 millions ont été annoncés. Nous avons encaissé à peine 300 millions qui ont été d'ailleurs gérés par les institutions internationales et nous sommes d'accord sur ce fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'il y a un clivage naturel entre francophones et anglophones qui fait que les pays anglophones souvent sont des pays économiquement plus puissants et dans les cotisations, quand vous titrez par pays, les pays anglophones bénéficient souvent de plus de solidarité que les pays francophones. Ça fait partie de ces clivages naturels. Il n'y a pas la capacité d'absorption, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Ce n'est pas lié, encore une fois, ce n'est d'autant pas lié à une capacité d'absorption de la coordination nationale que ce n'est pas la coordination nationale qui opérationnalise ces fonds, c'est directement les agences du système des Nations Unies, c'est les ONG internationales. Est-ce que c'est lié à une question de moyens? C'est lié à une question de moyens par rapport aux explications que vous donnez? Je vais vous donner un exemple. Quand vous confinez un village de 10 familles, vous êtes obligé de pouvoir à la nourriture de cette famille pendant le délai du confinement. Donc, il y a un lien réel entre l'efficacité opérationnelle et les moyens financiers mobilisés. Les moyens financiers seuls ne suffisent pas, mais il y a un lien d'efficacité que je suis obligé de signaler. Monsieur le ministre, parlons un peu de l'engagement des institutions même qui sont en charge de la lutte contre Ebola, notamment la coordination, l'hôpital Ignace Dine et tout, pour polariser un peu cette lutte. Je vais vous donner un exemple, deux petites vidéos qui nous montrent qu'à la coordination, aucune mesure sanitaire n'y est prise, vous y entrez, vous y sortez sans vous laver les mains. À Ignace Dine, c'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas réellement une question de pratique? Comme je vous ai dit, tout est lié. Et vous avez parfaitement raison, j'ai suivi cela. Encore une fois, si je vous ai demandé un peu de gravité ce matin, ce n'est pas pour fuir le débat, c'est parce que nous tirons tous dans le même sens. Et ne pas le demander ici, c'est un peu être lâche. Je vous ai écouté dénoncer cela. Je suis allé à la coordination moi-même en appelant Sakoba. On est descendu ensemble, il a repris toute sa chaîne grâce à votre dénonciation. C'est pour dire, franchement j'insiste sur ça, parce que vous me voyez toujours disponible, mais j'aimerais de temps en temps que vous nous encouragez, que vous encouragez d'autres
À part moi que vous m'insultez ou pas, je viendrai ici pour parler au peuple de Guinée parce que vous êtes le médium. Je le ferai. Mais de temps en temps, quand des personnalités de notre pays viennent vous voir pour discuter des choses graves, donnez leur crédit de ça. Mais c'est parce que moi je vous ai écouté, s'il vous plaît. Ouais, si. Je vous ai écouté tellement bien ce jour-là que j'ai trouvé votre contribution fantastique. J'ai dit voilà des faits réels, vérifiables, qu'on peut tester. On a testé les faits, on a apporté les corrections. Et sincèrement, je voulais vous remercier ici pour cela. Et cette vigilance-là que vous avez eue, de redoubler de vigilance, chaque fois que vous voyez des manquements, des délaissements ici et là, de le signaler comme vous l'avez fait l'autre matin, et vous verrez, nous serons à vos côtés pour prendre les mesures de correction. Allez-y, Moussa Moïse. Que l'État guinéen aurait bien voulu avoir toute cette aide financière. Gérer cette aide financière directement. Non. Parce qu'on a écouté le chef de l'État, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Mais dites-nous, est-ce que la gestion des fonds par les organisations qui existent, les organismes qui existent sur place, est-ce que cette gestion échappe à l'État? Cela échappe à l'État et ça a été la décision du président de la République depuis le début de la crise. Les 25 millions de dollars qui ont été donnés par la Banque mondiale, le chef d'État a demandé à la Banque mondiale de confier cet argent-là, c'était à l'UNICEF à l'époque, et les 25 millions ont été dépensés hors budget guinéen, géré par l'UNICEF directement. Pourquoi géré par l'UNICEF et pas par les organismes nationaux? Parce que l'efficacité de procurement dans la gestion des urgences, vous avez des organisations qui ont l'habitude d'acquérir du matériel, de déplacer des ressources humaines dans des délais extrêmement courts. C'est leur spécialité. C'est le cas de l'UNOPS aux Nations Unies, qui est l'unité des opérations du système des Nations Unies. C'est le cas de l'UNICEF, qui est spécialisé dans tout ce qui est logistique et gestion de crise liée à la santé. C'est le cas de l'OMS, qui est spécialiste de l'épidémie avec CDF. Toutes ces organisations-là ont leur spécialité. Donc quand vous voulez aller vite, réellement, vous devez leur laisser le mandat, que les bailleurs leur versent l'argent directement et qu'ils interviennent sur le terrain. C'est ce qui a été fait. Il n'y a pas de frustration en tant que telle. Mais simplement, ce que le chef d'État a défendu, ce que d'ailleurs a défendu Mme Sirleaf du Libéria et M. Vai Nkrumah de la Sierra Leone, c'est que les pays définissent au moins, les techniciens du pays, les médias du pays puissent au moins définir les priorités. C'est-à-dire que quelqu'un ne s'asseye pas à Copenhague, envoyer par exemple de la logistique qui n'a aucun rapport avec les priorités du terrain. Au début de la crise, on a vu ces problèmes-là où les gens ont envoyé du matériel dont on n'avait pas besoin. Donc les trois chefs d'État ont demandé qu'on écoute leurs besoins, qu'on tienne compte des réalités de terrain pour pouvoir au moins matériel et financier de reprendre. Alors, monsieur le ministre, moi je suis un peu perdu. Vous disiez à l'instant qu'on a reçu que 500 000 dollars. Alors 500 000. Sur 500 millions annoncés, c'est 300 millions qui ont été dépensés au titre de la Guinée. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est venu à la Banque centrale. Les organisations internationales, les ONG ont dépensé ça. Alors, que dit-on, monsieur le ministre, des fonds des pays amis? Parce qu'on sait qu'il y a certains pays amis qui ont contribué. Et ces fonds-là, on a l'impression que ces fonds-là ont été ésotériquement gérés. Non, tous les fonds des pays amis ont été opérés de façon contractuelle avec les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le terrain. Vous savez... Donc la coordination n'a jamais reçu d'argent directement? La coordination a reçu les frais de son fonctionnement à partir du budget national. Qui s'élève à combien? Je n'ai pas le chiffre en tête. C'est pour vous dire, si vous regardez la coordination, elle est sous-dimensionnée par rapport même à la présence des ONG internationales qui sont sur le terrain, qui ont plus de personnel, qui ont plus de moyens, qui ont plus de bureaux que la coordination nationale. Nous avons fait ce profil bas et cette modestie pour que on aille vite et que l'essentiel soit fait pour soulager nos populations. Est-ce que c'est pas plutôt, un manque de confiance quand on sait que la gestion de l'argent dans notre pays, c'est un véritable problème, hein, monsieur le ministre? Vous savez, vous restez à la polémique, je reste au devoir d'informer et à l'obligation de rendre compte. L'obligation de rendre compte m'oblige à vous dire que cela n'est pas lié, cela est lié à la gestion globale des crises dans le monde. Je viens d'un métier de départ avant l'administration qui me permet de parler de ces choses avec quelques repères. Voilà. Le ministre Kiridi, mesdames et messieurs, notre invité ce matin, très nombreux à réagir et puis à poser des questions. On va essayer de faire une pause derrière. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce qu'on est un peu tendu dans ce studio ce matin. On revient, toute l'équipe des GG dans moins de 10 minutes sur Espace TV. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
Voilà, encore une demi-heure à passer ensemble sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Vous qui nous regardez du côté de Tambacounda, c'est du côté du Sénégal. Le ministre, il est avec nous dans ce studio. Beaucoup de messages, on va essayer de faire lecture un peu plus tard dans cette émission. Et si tout va bien, nous allons appeler aussi le ministre d'État des Affaires étrangères, M. François Luceni Fall, parce qu'il faut parler politique ce matin sur cette antenne. Voilà, Moussa Moïse, nous continuons le débat avec le ministre, M. Kennedy Bangoura. Est-ce que le gouvernement, parce que ces mesures prises par exemple par le chef de l'État, ce sont quand même des mesures assez fortes, à un moment où le peuple de Guinée en a vraiment besoin pour en finir avec ce virus maudit. Mais est-ce que du côté des populations ciblées, Koya, Bofa, Forekaria, Dubreka, est-ce que le message est bien perçu? Vous avez fait déjà, est-ce qu'il y a un écho, un retour de terrain? Dès samedi, avant même la diffusion de la déclaration d'urgence sanitaire renforcée décrétée par M. le Président de la République, les délégations de ressortissants étaient déjà à Koya, Forekaria, Dubreka, Kindia, Bofa, dirigés par des membres du gouvernement, pour sensibiliser les populations et avec les populations voir comment ces mesures-là peuvent être concrètement appliquées. Donc cet effort a été fait 48 heures même avant l'édiction de l'urgence sanitaire renforcée. Ouais. Alors, allez-y, Robin. Pourquoi dans ce dossier Ebola, monsieur le ministre de la Santé a été complètement éteint? Quand on sait qu'en Sierra Leone, on a vu que le ministre de la Santé est sorti, il s'est même prêté à l'exercice on a vu le ministre de la Santé aussi. Oui, hein, voilà. il est complètement éteint dans ce dossier. Mais non, il est sur le terrain. Non, mais pourquoi cet état de fait, monsieur le ministre? Allez-y, s'il vous plaît. En Sierra Leone, la coordination nationale est dirigée par un Anglais. Au Libéria, la coordination nationale est dirigée par un Américain. En règle générale, la gestion des crises, là aussi c'est de l'ordre du scientifique. Okay. On invente une structure ad hoc qui n'a rien à voir avec les structures régaliennes et régulières. On crée une structure spéciale pour faire face à quelque chose qui est spécial. Une crise, c'est quand tous les canaux et organisations ordinaires ne répondent pas soit au danger, soit aux besoins, soit à la problématique. Donc dans tous les pays du monde, quand il y a une crise, ce ne sont pas les ministres qui gèrent, c'est un homme et une structure qu'on mandate spécialement pour la crise. Ce qui n'enlève en rien au ministre, c'est lourde charge et c'est lourde responsabilité régalienne. Pour dire, c'est lui seul qui peut prendre une décision, par exemple, de sanctionner un médecin en Guinée, c'est lui seul qui peut fermer une clinique partiellement ou totalement, c'est lui seul qui peut aujourd'hui gérer la planification d'acquisition des moyens médicaux, des moyens pharmaceutiques pour soigner les malades dans notre pays. Donc le ministre est au cœur de cette stratégie. Simplement, le coordinateur par l'effet de crise paraît plus apparent. Mais le ministre est de toutes les réunions et sincèrement, il faut le féliciter. Il est sur le terrain et il fait son travail correctement. Alors, monsieur le ministre, on a quand même du mal à comprendre. C'est vrai, on a tous salué cette déclaration du chef de l'État, mais en même temps, on a l'impression que la crise semble minimisée dans la capitale, puisqu'une foire doit s'y tenir bientôt. Comment expliquer ce 2 poids 2 mesures? La déclaration d'urgence sanitaire est une réglementation administrative de haut niveau. Tous ceux qui ont été cités, quand on dit que les gouverneurs, les préfets, les maires et les ministres concernés doivent chacun à leur niveau prendre des dispositions pour appliquer l'urgence sanitaire renforcée, vous verrez ces décisions-là seront prises. Alors, l'état d'urgence sanitaire, elle se tient déjà à la foire. Encore une fois, où il y a un regroupement massif. La décision l'urgence sanitaire a été déclarée un samedi. Le week-end est souvent difficile pour l'administration, mais suivez les jours qui viennent, les heures qui viennent, les décisions sont prises. Moi, cette question que je voulais poser, cet état d'urgence sanitaire renforcé, c'est bien, mais quelles sont par exemple les leçons que vous avez pu tirer? Par exemple, vous dites qu'au niveau de la Basse-Côte, c'est la surpopulation, les mouvements, il y a beaucoup de population, il faut le dire, mais quelles sont les leçons que vous avez pu tirer sur le plan, par exemple, des stratégies qui ont été mises en place, sur le plan des réactions des populations, mais aussi sur les plans peut-être de la gestion même de la situation par rapport aux organismes dont vous venez de parler? La première leçon, il faut le connaître, c'est que la faiblesse de notre système sanitaire nous a compliqué la réaction face à la crise. La deuxième leçon, c'est l'état des mentalités. C'est que nous sommes arrivés à un niveau où les populations ont eu du mal à croire à l'existence même du fléau et du danger. On a mis beaucoup de temps. Les réticences nous ont fait perdre énormément de temps. C'est parce que nous avons mis fin aux réticences au niveau de Forekaria et de Koya notamment que le taux d'ailleurs a augmenté. Ce taux-là
est la photographie de la réalité. C'est parce que nous sommes allés vers la réalité que nous avons eu les augmentations que nous avons. Donc l'autre leçon qu'il faut tirer, c'est qu'on ne peut pas gérer une crise de cette ampleur sans préalablement, pendant l'action et après l'action, gérer la mentalité des populations, sensibiliser les populations. Voilà, avant d'aborder d'autres... Je vous donne un effet concret de l'urgence sanitaire renforcée. Samedi et dimanche, le PA du kilomètre 36 a saisi deux corps qui étaient cachés sous des bagages pour les faire sortir de la ville. Donc voilà comment un citoyen guinéen, une famille guinéenne, sans se rendre compte, met en danger la vie d'autrui. Donc c'est ces mesures renforcées qui ont permis, par exemple, la saisie de ces corps-là. Est-ce que vous pensez que ça suffit? Ça ne suffit pas, à mon avis. Dans un pays, arrêtez tout simplement. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce que la justice sera impliquée? Surtout, Ahmed, c'est important la question. Les sanctions ont commencé. Les hôpitaux qui ont été concernés par l'abandon des mesures de précaution ont été sanctionnés. Il y a des suspensions. Comme vous savez, dans l'administration, on suspend d'abord, on fait l'enquête. Après, on blâme ou on disculpe. Et les cliniques privées qui sont concernées aussi seront fermées dès aujourd'hui. C'est les décisions du ministre de la Santé. C'est pour vous dire qu'il est au cœur de la stratégie. Et sincèrement, toute personne qui sera impliquée dans les faits liés à cacher un corps ou à refuser de déclarer un malade seront traités conformément au code pénal guinéen de 1961, c'est-à-dire c'est des gens qui seront inculpés pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, tout ça là, je ne vais pas dire du dissuasif, Moussa Moïse. Excuse-moi, je vais poser cette question, mais quelle sera la touche Kiridi, si on peut appeler ça comme ça? Parce que vous défendez tellement bien ce matin en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, renforcé. Quelle stratégie aujourd'hui, si vous étiez aujourd'hui coordinateur, par exemple? Non, ben oui. Vous savez, c'est pour cela... Vous allez amaigrir ça, comment? Ben non, mais pas du tout. Attendez. Non, mais c'est important. Là, il saute dans son fauteuil, là. Ah, Lamine, mais qu'est-ce que tu me fais? Tu veux m'arracher mon pain à la bouche? Mon cher Roby, c'est important de revenir là-dessus parce que si à chaque fois on dit qu'il y a des mesures et qu'après c'est pas respecté, monsieur le ministre, je pense qu'on est en train de parler dans le vide. Aujourd'hui, le coordinateur national et son équipe et tous nos partenaires extérieurs sont en train de prendre des mesures d'application concrète de toutes les mesures de nature sanitaire et épidémiologique. Aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire va se réunir avec tous les préfets concernés pour prendre des mesures, pour préparer les confinements futurs, pour préparer le contrôle des gares routières au départ et à l'arrivée de chaque ville concernée par l'urgence sanitaire renforcée. Aujourd'hui, je vais suggérer à la coordination nationale d'appeler tous les rédacteurs en chef des principaux moyens de communication publics et privés de Conakry pour demander à chacun, pendant 45 jours, d'utiliser juste 2 minutes d'antenne pour sensibiliser contre Ebola. Vraiment, je veux que Espace particulièrement s'engage dans cela. Vous êtes très écoutés. Chaque jour, prendre juste 2 minutes, que un de vous, pendant 2 minutes, sensibilise les populations pour que les populations puissent, parce qu'ils écoutent bien Roby, parce qu'ils écoutent bien Girassi, parce qu'ils écoutent bien Hiro, qu'ils puissent se dire, franchement, si ces gens-là qui nous parlent tous les jours d'autres choses, s'ils nous disent ça aujourd'hui, c'est que la situation est très grave. Moi, je veux qu'il y ait une mobilisation nationale comme le veut le président de la République. Il l'a demandé, vous ne pouvez pas savoir le nombre, la quantité de temps, c'est 3/4 de l'agenda présidentiel qui est consacré aujourd'hui à lutter contre Ebola. La communauté internationale lui reconnaît cet effort-là. S'il n'avait pas fait les voyages qu'il a fait pour sensibiliser pour les 3 pays seraient aujourd'hui dans une situation pire. N'oubliez pas qu'en août 2014, les prévisions étaient qu'on allait se retrouver aujourd'hui avec 10 000 personnes infectées en décembre en Guinée. Oui, c'était ça la prévision. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas à 100. Donc, c'est vrai que ce qui reste à faire est plus important que ce qui a été fait. Mais il ne faut pas aussi négliger qu'il y a eu des efforts. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de la presse, nous avons besoin des médias pour que tous les Guinéens sachent que nous sommes en danger. Voilà. Est-ce qu'on a manqué de fermeté? Est-ce qu'on a manqué de fermeté au départ, monsieur le ministre, autour de la maladie? Les grandes gueules. Hier, vous savez, si vous voulez tirer toutes les leçons managériales en pleine gestion de crise, vous finissez par démobiliser tout un chacun. L'histoire le dira, et comme disait Che Guevara, l'histoire le jugera. Voilà. On verra. Voilà. Ebola a prouvé que notre système sanitaire se portait très mal. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a bien repris les propos du chef de l'État quand il dit qu'Ebola peut être une opportunité. On a envie de comprendre
comment est-ce que cela peut être une opportunité? Est-ce qu'il y aura un regard beaucoup plus intéressant sur le système de santé? Parce qu'en termes d'équipement, en termes de formation, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui est mis à profit pour performer notre système de santé? Vous savez, je suis très heureux que vous repreniez cette expression. Ebola peut être une opportunité. Et l'opportunité du système de santé français, ça a été la crise du sang contaminé. Je crois que Laurent Fabius était Premier ministre. Quand il y a eu le sang contaminé en France, ça a obligé les Français à repenser leur système de santé. Nous, Ebola va nous obliger à repenser notre système de santé. Nous allons tous nous rendre compte que dépenser pour prévenir en matière de santé coûte moins cher que dépenser pour guérir. Ouais. Nous allons tous nous rendre compte que les centres de santé fonctionnels, dans tous les grands villages de notre pays, ce n'est pas du luxe, c'est de la prévention, c'est ce qui va nous protéger des futures catastrophes. Je vais vous donner un exemple concret. L'hôpital Balais, l'hôpital Ignace Dine, pardon, comme on l'appelle maintenant, de Kaloum, avait été conçu dans les années 1920 avec la possibilité déjà d'avoir un pavillon d'isolement pour les tuberculeux à l'époque. On s'est rendu compte pendant la crise que tous les hôpitaux dans nos préfectures, on n'a pas prévu un pavillon d'isolement. Avec la crise d'Ebola, tous les plans ont été revus par le service des infrastructures sanitaires pour qu'il y ait systématiquement les lieux d'isolement dans nos hôpitaux. Bien. Autre exemple, nous avons tous oublié les leçons que nos parents nous donnaient. On se lavait la main chaque fois qu'on rentrait à la maison. Quand on revenait de l'école, la première chose qu'on nous disait, c'est « Oust, va te laver les mains ». Ces mesures de tous les jours, on les a oubliées. Cette crise-là est une opportunité entre griffes parce que ça nous permet de nous rendre compte que ces petites mesures de tous les jours participaient quand même à la santé publique. Voilà. Il est extrêmement important, effectivement, que ces leçons soient tirées et surtout qu'on sache... En termes de moyens, vous avez raison. Est-ce que le budget du ministère de la Santé va doubler, quadrupler même, quand on sait que seulement 3% de notre budget est consacré à la santé, alors que la norme c'est 15 au moins? Je suis sûr que ce budget va avoir une évolution forte dès le prochain exercice budgétaire pour la simple et bonne raison que là aussi les leçons sont apprises et nous savons aujourd'hui qu'il faut investir dans la prévention. Voilà, ministre Kiridi Bangoura, notre invité ce matin chez les GG. On va essayer d'évoluer avec d'autres facteurs évidemment. Peut-être certainement parce que nous vivons la fièvre, le virus est là, mais le virus politique aussi est assez présent. Au moment où le chef de l'État parle de cette mesure, de cet état d'urgence renforcé, en même temps, l'opposition va se réunir, c'est à 11h, si c'est prévu à 11h, pour décliner peut-être ses plans de manifestation, de contestation. Est-ce que c'est un hasard de calendrier? Est-ce que cette coïncidence, on peut dire que c'est une façon, puisqu'il y a des opposants qui le disent déjà, c'est une façon déjà de nous contrer, de nous mettre dans un côté bien négatif pour prouver au peuple de Guinée que nous ne sommes pas des opposants républicains? Est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est bien réfléchi du côté de la présidence? Vous savez, on a un privilège qu'il faut de temps en temps capitaliser, c'est le niveau des hommes d'État qui président aux destinées de l'opposition guinéenne. Ceux-là ont pris des décisions cardinales. Ceux-là savent qu'il y a des coïncidences. Ceux-là savent qu'aucun État responsable ne peut faire autre chose que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le président de la République a un devoir impérieux de protéger les populations, de protéger le territoire. Les décisions qui ont été prises par rapport à cette responsabilité-là. D'autres coïncidences sont possibles, mais vraiment loin de nous d'imaginer que cela peut perturber le fonctionnement normal de notre démocratie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités, assumer dans cette période-là, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire pour préserver la vie des populations. Alors c'est clair qu'il y a l'état d'urgence renforcé qui est donc décrété aujourd'hui. Alors si l'opposition décide de faire le forcing, est-ce que vous allez taper? Écoutez-moi, si l'opposition ne peut pas faire de forcing dans un état de droit, pour que l'opposition manifeste, il faut que l'opposition dépose des autorisations de manifestation. Ils disent ne pas reconnaître de toutes les façons les conseils communaux. Vous savez, nier ce qui vous englobe, c'est vous nier aussi. Les Baoulés disent qu'on n'est que la forme du récipient qui nous contient. Et le récipient qui contient et l'opposition et la majorité et l'État, c'est la Constitution, c'est l'État de droit. Donc moi je crois qu'il faut laisser ça. Nos frères et sœurs de l'opposition savent que s'ils doivent manifester, ils doivent faire des mots. Voilà, le micro n'est pas activé. Allez-y, Moussa Hiro. Alors, cette question, monsieur le ministre le disait tantôt, l'État a le devoir de protéger ses populations et tout. Mais je pense que vous n'avez pas pu quand même éviter à cette population ce qui va arriver, notamment en prônant le dialogue, en évitant la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Par exemple, le rejet à chaque fois de l'organisation de ces élections communales. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ce qui est arrivé aujourd'hui? Non, vous savez, il faut être de bonne foi.
Hein? Il faut être vraiment de bonne foi. Le ministre d'État à la Justice a écrit à l'opposition et à la majorité que nous sommes une lettre pour nous appeler autour de la table pour continuer et poursuivre le dialogue et le conclure. Et je crois sincèrement que l'espace et les moyens existent d'échanger et d'être adossés à la loi. Cela existe en Guinée. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'impossibilité. Pour dialoguer, il faut être deux. Nous sommes prêts à dialoguer et nous sommes sûrs que nos frères de l'opposition, quelle que soit leur fureur, viendront autour de la table et nous dialoguerons. Mais le dialogue a été rompu, monsieur le ministre. Pourquoi on a attendu tout ce temps? Vous avez écouté la déclaration qui a fait beaucoup de polémiques, la déclaration commune de Paris. Des mots durs ont été utilisés, même allant jusqu'à nier la légitimité du chef de l'État. On aurait pu éviter tout cela si la promotion du dialogue politique avait continué. Si tous les acteurs croient à la démocratie, je crois que tout le monde doit se rendre compte qu'il y avait un dialogue qui était en cours, que le ministre d'État à la Justice avait envoyé aux deux parties les relevés de conclusion et attendait leurs commentaires pour les réunir. Une des parties n'a pas envoyé ses commentaires. Il y a tous ces petits phénomènes-là, mais encore une fois, l'essentiel, c'est le principe. Comme je vous disais tout à l'heure, devant l'accessoire et l'essentiel, on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le dialogue. Il faut tendre la main. Nous sommes prêts à discuter avec l'opposition. Telles sont les instructions données par Monsieur le Président de la République. Tout à l'heure, vous parliez de l'obligation de l'opposition d'écrire aux structures de l'État au cas où ils souhaiteraient manifester, ce qui est d'ailleurs normal, et la manifestation d'ailleurs qui est aussi consacrée par nos lois. Est-ce que c'est déjà une forme de refus auquel on s'attend ? Non, Ruby, je crois que tu es plus intelligent que ça. Encore une fois... vous l'avez dit, hein, je ne l'ai pas inventé. Hein. Les grandes gueules. Je vous dis, encore une fois, l'information administrative pour manifester est une obligation légale. Je n'invente rien, c'est une obligation légale. On est en état de droit. Les textes nous régissent, nous contiennent. Ce qui nous contient ensemble, c'est les textes. Le récipient, c'est les textes. Nous ne sommes que le liquide dedans. Ouais. Allez, on va évoluer, Djibril, avec cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il n'a pas l'air ce matin. Le ministre Kiridi Bangoura, mesdames et messieurs, notre invité ce matin. Tant de questions, mais je pense que déjà il a répondu à quelques questions. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui demandaient par rapport à la foire et tout ça. Voilà, donc voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça nous tient la question oui ou non au niveau de la foire, c'est aujourd'hui le président décide de passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre Ebola. La foire regroupe des milliers de personnes. Oui ou non, elle sera fermée? La décision appartient au gouverneur de la ville de Conakry. De Conakry de prendre, voilà. C'est la question d'ailleurs que l'un oui ou non, la déclaration conjointe de l'opposition, des trois cadres de l'opposition, oui ou non, cette déclaration risque de vous donner du grain à moudre? Non, mais pardon, ne les appelez pas cadors, vous les minimisez pas, appelez les mentors. Il y a les mentors, il y a les seniors, les mentors, puis les cadors. Voilà. Les cadors, c'est le troisième groupe d'âge dans la Grèce antique. On va appeler ça la troïka. Donc, voilà. Oui ou non, monsieur. La troïka, c'est grave parce que vous rentrez dans la culture russe. Bien, allez-y. Oui ou non, madame? Oui ou non, monsieur le ministre. Vous êtes un peu frileux quand je dis vous, la mouvance présidentielle, le pouvoir, par rapport à l'organisation des élections communales avant la présidentielle. Non, voilà. Pas du tout. Non, allez, Moussa Moïsi là. Alors oui ou non, le président a été très choqué après la diffusion de ce communiqué de ses leaders depuis Paris. Non, pas du tout. Alors pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous allez-y, Moussa Moïsi là. Moussa Moïsi là, allez-y. Oui ou non, Ahmed, oui ou non? Non, voilà. Il n'a absolument rien dit. 3/4 de l'agenda présidentiel aujourd'hui, c'est la lutte contre Ebola et la sauvegarde du peuple de Guinée. Allez-y, Ahmed. Ça ne signifie rien pour lui. Oui ou non? Il n'accorde aucune considération. Il accorde de la considération, mais cela ne le meut pas. De la considération, de l'appréciation, mais de l'émotion, non. Non, allez-y. Oui ou non, le chef de l'État reprendra favorablement l'opposition qui ne veut dialoguer qu'avec lui? Le président de la République a pris l'initiative de proposer à l'Assemblée nationale, qu'il a voté à l'unanimité, l'adoption d'une loi portant création de statut de l'opposition et du chef de file de l'opposition. L'opposition, donc là aussi, dans ce qui nous contient, les textes, a un moyen d'interpeller et de rentrer en dialogue. Ce serait une belle piste. Avec le parce que la loi est là. Voilà. Non, le président est surpris de ne pas voir le chef de file toujours à côté de lui.
Lors des rencontres. Le chef de file de l'opposition. Il a été systématiquement invité. Je crois que c'est son calendrier qui a posé problème. Il déroge là. Ouais. Allez-y, Roby. Vous ne répondez pas par Comment ça? Oui ou non? C'est oui ou non? C'est oui ou non, monsieur le ministre? Alors, la situation est crispée politiquement. Est-ce que si nous continuons dans cet état de fait, oui ou non, finalement, chacun va laisser un peu son ego de côté? On va commencer par les communales avant les présidentielles. Oui ou non, il y a cette possibilité? Oui ou non? Encore une fois, le dialogue. Oui ou non, monsieur le ministre? Voilà. Roby, merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, vous avez cette caméra. On nous écoute du côté de Zéré Corée sur Milo FM, entre autres. Zali FM, c'est bien cela. Vous avez à fixer cette caméra, évidemment, parler à ce peuple, le peuple de Guinée. Oui, l'heure est grave, monsieur Kiridi Bangoura. Oui, je voudrais vraiment, avec l'occasion que m'offre l'équipe éditoriale de Espace FM, m'adresser à tous nos compatriotes et leur demander de continuer à fournir les efforts nécessaires pour bouter Ebola hors de notre pays. Et je félicite les jeunes, les femmes, les populations de la Guinée forestière qui ont lutté et qui ont obtenu un résultat intéressant. Mais je leur demande de redoubler d'efforts, de faire encore plus qu'ils n'ont fait pour obtenir l'état sanitaire qu'ils ont pu obtenir actuellement. Je demande courage aux populations de Koya, Fourkaria, Kindia, Doubrika, Bofa et les alentours de Conakry de continuer et de renforcer les mesures sanitaires, de s'abstenir sur le transfert des corps, de refuser systématiquement de regrouper du monde autour des cérémonies rituelles, de ramener ça à la stricte intimité familiale. Je demande à la presse publique, privée, à la presse en ligne, à la presse audio, à la presse écrite, de consacrer au moins 2 minutes par jour pour volontairement sensibiliser nos populations dans la lutte contre Ebola. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous, on s'engage en direct, on va le faire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, les juges continuent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, carrément à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Demain, on s'excuse auprès des auditeurs. Demain, on va revenir pour cap avec le ministre Fall, qui était normalement prévu d'intervenir dans l'émission ce matin. Et puis, on va essayer de parler aussi de la Fédération guinéenne de football, parce que là aussi, ça coince. C'est pas Ahmed, si vous avez entendu ce qui s'est passé hier du côté de l'hôtel Camayen avec l'arrivée de Luis Fernandez. Tout le monde s'attendait à la signature du contrat. Non, mais il disait quoi? Si j'étais sélectionneur. C'est normal. Ouais. Il n'est pas sélectionneur pour l'instant. Il est. On s'attendait à une signature. Non, voilà. Attendez, le français, il est bien observer. clair. Le français, il est bien clair et il est élastique. Il a dit si j'étais sélectionné. Il n'a pas encore signé. Donc, il est obligé d'utiliser le mot si. C'est normal. C'est normal. Écoutez. Il a fait une visite de terrain où il a visité, où il a regardé un peu les installations en Guinée pour savoir un peu à quoi il pouvait s'attendre. Au terme de sa visite, il a dit qu'il était à 95%, si on peut le dire, à 95% partant pour être sélectionneur de la Guinée. Mais pour signer un tel contrat qui engage, il faut le signaler, ce n'est pas entre la fédération et le sélectionneur, c'est entre le sélectionneur et toute la Guinée, il faut le signaler. Donc il y a des grands projets qui sont impliqués dans la signature de ce document. Donc il va falloir que les grands projets signent ce document, que le ministère aussi signe ce document et que le sélectionneur lui aussi à son tour puisse signer le document. Si ce n'est pas fait du côté des grands projets pour l'instant, ce n'est pas entre le ministère et le sélectionneur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà, d'autres sujets. Non, ce que je voudrais dire, quand on a parlé de Luis Fernandez la dernière fois avec Sega, j'ai posé la question des infrastructures. On m'a dit que c'était une question généraliste. Je pense que c'est important parce que le monsieur, il est venu, il s'est dit d'abord de visiter les infrastructures sportives dont nous disposons parce que c'est important pour la réussite dans le domaine du sport. Je pense que c'est bien tout à fait normal qu'il mette tout ça au conditionnel avant qu'il ne s'engage. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas encore engagé, il faut le dire. C'est venu de Luis Fernandez que l'on connaît pour être très exigeant. C'est un technicien français. Mais c'est une visite qui s'apparentait beaucoup plus à une visite de prospection qu'à une signature. Il est sans doute venu tâter le terrain pour voir effectivement si le terrain guinéen lui est favorable et si toutes les conditions sont réunies parce qu'il a quand même besoin d'avoir les coups de franche pour entraîner cette équipe du Sili qui est en pleine reconstruction. Les coups de franche, c'est vous qui les imposez. On dit ton petit frère te regarde avant de... Non, j'ai l'impression quand même qu'il va bénéficier, si ce contrat est bien entendu signé, de beaucoup de privilèges. Il a moins de contraintes que les autres sélectionneurs que nous avons connus. Est-ce qu'on est en train de jouer à un jeu
d'attirance, parce que c'est Luis Fernandez, parce qu'il vient, il a entraîné de grands clubs, parce qu'il a un passé glorieux dans son domaine, ou bien on va s'atteler aux vrais problèmes qui concernent le renouveau du football guinéen. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la véritable mission de la fédération. Il faudrait que le football renaisse, mais à partir de la base. Très bien. Voilà. Allez, Roby, merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.